Bonjour tout le monde, amis auditeurs de Radio Courtoisie, comme tous les samedis matins, c'est le Libre Journal des controverses qui succède au Libre Journal de géopolitique profonde. Je salue notre ami Nicolas Stocker et Lara Stam, excellentissime comme toutes les semaines bien entendu. Et tiens, ils ont fait venir un nouvel auteur, Éric Jean, excessivement intéressant. Je salue bien entendu Arnaud. Bon, Arnaud, notre Spielberg bis, parce que bon, le Spielberg, notre à nous, c'est Mimi Glam, Nini Glam, je sais plus, ou Vlam, je sais plus Glam ou Vlam. Est-ce qu'elle est Glam ou Vlam? Je ne me rappelle plus. Elle est Vlam, voilà, c'est ça. Je me trompe à chaque fois. Mais Arnaud, quand même, il a quand même de la haute tenue et il s'améliore à chaque fois avec le temps. On aime beaucoup Arnaud et bien entendu, on le salue. Et on salue Patrice, l'homme à la belle écriture, la superbe écriture. Donc appelez-le plus que vous n'envoyez des mails, ce serait mieux, tiens. Faites-le écrire un peu, faites-le décrocher le téléphone. Au moins qu'il fasse des choses, ça lui fera un peu de sport. Elle a besoin de sport en ce moment, notre bon Patrice. Aujourd'hui, un sujet excessivement important avec un nouvel auteur, David G. Comme on a connu Cognac G, maintenant on a David G. Il a écrit sur Véron Édition, complotiste, le livre complotiste. J'aime bien cette étiquette, moi j'aime bien me coller cette étiquette. Oui, je suis un complotiste, monsieur et madame de France Info, de l'AFP, Tristan Mendes France et Conspiracy Watch. Bon, avant ça, j'avais quand même une petite annonce à faire. J'ai reçu il y a quelque temps de cela le professeur Fourtillant et son collaborateur Cédric. Ils vendaient des patchs que vous n'avez pas reçus. Écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages au 61 boulevard Murat. Je vous enverrai un genre de questionnaire. Enfin, parce qu'un avocat va regrouper des plaintes. Je suis désolé contre professeur Fourtillant. Moi, je pensais que professeur Fourtillant était une sommité. Il l'a été visiblement. Bon, il a dû changer de braquet. Dorénavant, ses patchs, c'est plus de l'ordre, je dirais. Et je mets quand même au conditionnel parce que j'ai pas envie de croire que professeur Fourtillant soit ainsi. Mais bon, pour moi, dorénavant, c'est plus de l'escroquerie. Je m'excuse auprès de ceux qui ont donné de l'argent pour ce patch parce que voilà, je me suis fait berner et duper. Je pensais que le professeur Fourtillant était au-dessus de tout soupçon. Visiblement, lui et son collaborateur Cédric ne le sont pas. Donc, vous m'écrivez et je vous enverrai un genre de questionnaire parce que il y aura un avocat a créé un collectif. Il a décidé de porter plainte, de mettre une plainte groupée. Parce que ce n'est pas normal de détrousser les gens sur une espérance. Et moi, je le dis très sincèrement, ce que je trouve de plus en plus dégueulasse auprès de ceux qui se disent dissidents, c'est que certains d'entre eux utilisent les méthodes de des médias subventionnés ou de ceux qui voient la télé, ceux qui font partie du système. Moi, je refuse toujours, je dis bien toujours, et personne n'a pu témoigner que je prenais de l'argent de quelqu'un ou que sais-je, parce que ce sont pas des méthodes, voilà. Et je le dis très sincèrement. Et donc voilà, je réitère mes excuses auprès de tous ceux qui ont perdu de l'argent parce que professeur Fourtillant est venu sur mon antenne et c'est sur mon antenne qu'il a pu parler de ses patchs. Voilà. Donc si vous-même avez été dupé, écrivez-moi à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat et je vous enverrai un document pour que vous puissiez avec cet avocat porter plainte et voilà et contacter cet avocat. Mais bon. La parenthèse est fermée. Là, on va parler d'un livre, excellentissime livre, un jeune, David G. C'est un jeune complotiste. C'est avec en plus, tiens, je vais le montrer à la petite caméra parce que l'émission sera rediffusée. Avec en plus en
en couverture, voilà, ce oncle Sam américain qui pointe du doigt. Tiens, pourquoi cette couverture comme ça, là, un peu atlantiste? Pour le côté inquisiteur, Mike, on te dit quoi faire, quoi penser. C'est ce qui s'est passé avec les États-Unis par le passé. Je crois que ça vient de la guerre du Vietnam, Ouais. où on réquisitionnait des corps, des pensées, et il fallait une sorte de propagande pour amener du monde, notamment sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, c'est une guerre de l'information qu'on vit. Et donc, comme toi, écoute, je suis complotiste, donc ça fait complotiste à table. Bonjour à toi, Voilà, bonjour à tous, merci pour complotiste l'invitation. puissance carrée, là. Au carré. Exactement, exactement. Donc c'est un plaisir d'être là. Je suis pas un homme de médias, je sors de nulle part. Et je suis sorti du bois quand j'ai vu l'urgence. Mais pourquoi, pourquoi t'es sorti du bois alors que t'aurais pu te dire, bon, je vais pas sortir parce que j'ai que des risques à prendre, des coups, etc. Pourquoi, justement, t'as décidé d'écrire ce livre? Pour laisser une trace du réel, tout simplement. Pour moi, ça a été un virage. Pour beaucoup de personnes. Je sais que le terme est arrivé complotiste, donc cet étiquetage après le 11 septembre notamment. Moi, le 11 septembre, j'étais lycéen. Pendant la crise de Gilets jaunes, j'étais chez moi. Et pour le coup, quand l'État est venu me tirer par la manche, pas pour me dire d'aller au Vietnam, mais pour me dire de me faire piquer, j'ai vu la crédibilité de l'État, du gouvernement. Je me suis demandé qui décidait, parce que ça n'avait ni queue ni tête. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Et la vérité, c'est que cet étiquetage, il permet d'éviter le débat. On est ostracisé, cerné, discrédité. Et en fait, on ne peut plus d'actualité parce qu'on se traîne une dette qui a été multipliée, mine de rien, à cette époque du Covid. Et quand je parle d'actualité, il y a l'EMA qui est en train de cacher les chiffres des effets indésirables des vaccins. Alors on va utiliser le mot injection. Voilà, j'aurais dû prévenir, mais bon. Okay. Je ne préviens pas assez. Donc on va dire injection, c'est pour YouTube. Donc oui, ces effets indésirables dont on parle toujours pas d'ailleurs en France. D'ailleurs là on a mis le couvercle, on veut pas en parler. Alors il y a eu un article sur le Figaro qui a parlé de 200 000 effets indésirables, mais cet article était payant déjà. Donc et 200 000 officiels. Ce qui n'est pas beaucoup parce qu'il faut savoir qu'il y a derrière ça, il faut aller voir des agences, etc. Ça dure des plombes. Alors j'imagine qu'on a peut-être plus, on est plutôt en millions, j'imagine, d'effets qu'en centaines de mille. Pourquoi justement en France, plus qu'ailleurs, hein, c'est vraiment plus qu'ailleurs. On sent qu'en France, pourtant on parle de liberté, on a cette chape de plomb. Comment on l'explique ça? Alors, je travaille absolument pas dans le milieu médical, je suis dans le milieu du non, foot. Mais dans tous les domaines, je parle dans tous les domaines. Hein. Okay. Voilà, on est toujours dans le politiquement correct, tout le monde a peur de dire des choses. Par exemple, ce terme complotiste, il faut savoir que 40% des Américains le revendiquent. 40% des Américains le revendiquent. J'imagine qu'il n'y a même pas 4 Français dans toute la France qui le revendiquent. Et oui. Et parmi les 4, la moitié est ici. Il y a des sujets en France qui sont tabous depuis des dizaines d'années, on le sait. Je ne parlerai pas de politique avec vous. Là, quand on parle de politique, on parle de décision gouvernementale. Le pouvoir en place, parce que c'est une question de rapport de force. Hein. Le pouvoir en place, donc avec l'aide des médias, de la justice et des instances scientifiques, donc, c'est accaparer le sujet et la façonner l'opinion publique. Enfin, les médias de masse, c'est une caisse de résonance à variations multiples. On te dit quoi faire, quoi penser, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et en fait, il y a des termes clés. Complotiste, c'en était un. Antisémite, c'en est un. Antisémite. Facho, c'en était un. C'était les premières étiquettes. Il est raciste, lui parle pas, il est facho. C'était les premières étiquettes. Donc, il y a toujours eu des sujets tabous. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, moi, je parle pas d'effets indésirables. Moi, je parle d'effets non désirés. Parce qu'on nous a mis la seringue sous le cou. Ma mère travaille dans un EHPAD. Donc, toi, tu te fais injecter, soit tu perds ton travail. Et après, c'est des histoires individuelles, personnelles, mais c'est l'opinion publique qui a été façonnée et qui l'est encore aujourd'hui. Je prends l'exemple de Dieudonné et de beaucoup d'autres, beaucoup de dissidents, où en fait, on se rend compte qu'il y a l'attelage politique, médias, justice, qui prend le réel, qui se l'accapare, qui le façonne et qui le fait rentrer dans le bec. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est soigneusement mis sous le tapis, parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les effets non désirés, ils remettent en cause absolument tout. Absolument tout. L'injection est-elle efficace ?
Était-ce pertinent? Est-ce qu'on avait suffisamment de données? Est-ce que la balance bénéfice-risque valait le coup? Sachant que quand on regarde les chiffres les plus officiels possibles de façon brute, c'est un virus parmi tant d'autres. Un virus parmi tant d'autres. Et celui qui s'est accaparé l'opinion publique, qui l'a façonné, mais il n'est pas crédible. Il ne l'a pas été, absolument pas. C'est aussi pour ça que je sors ce bouquin. C'est parce que le temps passe, le temps fait son œuvre. On est souvent pointé du doigt, on est mis au banc. Et en fait, il y a des infos qui disparaissent déjà. On voit la censure de partout. Et il y a l'autocensure et la censure sur le trottoir aussi, avec des sujets qu'on ne peut pas évoquer. Et pour moi, c'était hors de question de laisser passer ce virage-là et que le pouvoir en place, actuel et futur, se l'accapare pour qu'il réécrive l'histoire. Pas possible. C'est pas vrai. Ben justement, tiens, est-ce que cette réécriture de l'histoire influe la psyché des gens? Par exemple, chez toi, est-ce que tu as, parmi tes proches, tes amis, ta famille, des gens qui te disent « Quand même, David, là, tu vas un peu loin dans ce que tu racontes ». Je te pose la question, est-ce que j'ai été loin? Je vais loin dans ce que je raconte dans ce livre? Ben, moi, non, mais moi, je suis pas, je veux dire, je suis pas représentatif par rapport à la masse. Autour de chez moi, ils veulent pas en parler. Ils veulent pas en parler. Voilà. C'est un sujet qu'il faut pas évoquer. Le fait qu'on se soit fait berner, braquer, hacker le hackage, notamment l'épaule, c'est un sujet tabou. Impossible d'en parler. Aujourd'hui encore? Oui. Parmi ta famille, par exemple? Oui. Et autour de moi, j'ai 3 amis très proches qui ont fait AVC. Il y en a un qui parle plus. Il y en a un qui me parle plus. Je me doute que c'est par rapport à ce que je lui ai dit. Essayez de lui dire. Je me doute que c'est par rapport à ça, mais c'est un sujet on ne peut plus tabou. Autour de moi, c'est impossible d'en parler, ou en surface. En surface. Et pourtant, c'est lancinant, hein. Parce que s'il y a de plus en plus de réfractaires, de dissidents, c'est parce que cette épine, elle est encore dans notre pied. On peut pas vivre à côté une fois qu'on a mis le pied dedans. Donc il y a vraiment une scission, un décalage, j'observe. Une scission? Oui. Ça, c'est fort comme mot. Je trouve, entre les dits complotistes, les dissidents et ce qu'on appelle les normies. Pour moi, c'est vraiment 2 mondes qui sont les distincts. normies, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est dans le conformisme, la norme. C'est-à-dire 90% de la population. Oh, je pense que tu peux monter à 95. 95? Bon, allez, on va dire. Allez, à 90 pour être optimiste. Ouais, pour être optimiste. Moi, je ne suis pas optimiste aujourd'hui. Mais ok, 90%. Et en fait, c'est ce qui veut nous forcer à faire. Enfin, on veut forcer les 5 ou 10% à se conformer ou à se taire. T'es pas optimiste? Non. Pourquoi? Bah, pourquoi l'être? Pourquoi l'être quand on voit le niveau ambiant, qu'il soit moral, intellectuel, spirituel, il y a une question de spiritualité. Bah alors pourquoi ce livre? C'est quand même un livre d'optimisme. Tu trouves? Bah, quand même, c'est une sorte de cri, justement pour qu'il y ait derrière une sorte de débat, pour que les gens peut-être changent un peu de vision, non? Ben pour moi, les sources d'optimisme, c'est des personnes comme toi, comme moi, comme les réfractaires, donc une large minorité, une très large minorité. C'est ça qui est source d'optimisme. Parce que si on se base sur les faits, absolument tout donne raison aux complotistes jusqu'à présent sur le sujet du Covid ou du sur pangolin. tous les sujets, hein. Ah oui. Sur tous les sujets en réalité, hein. Ouais, mais on vit une ère où la vérité importe peu. Je sais pas, on a parlé la réinitialisation. Bon, je suis obligé de donner le terme anglois, le Great Reset. Et je suis désolé, hein, mais lorsque Klaus Schwab dit « vous ne posséderez rien et vous serez heureux », lorsque l'on voit comment on nous assassine avec les impôts fonciers et toutes les autres taxes, bah oui, on ne possédera rien, hein, et on sera heureux pour le coup. Et ça s'appelle pas Great Reset, mais c'est des impôts sur la propriété individuelle. Lorsque l'on voit que il y a déjà une forme d'identité numérique, que Madame Christine Lagarde parle d'euro numérique pour bientôt, et lorsque l'on apprend qu'à partir de septembre 2026, il y a la facture numérique, c'est-à-dire qu'on fait des factures, c'est plus dorénavant, voilà, je le dis aux gens qui ne savent peut-être pas, c'est que si vous êtes auto-entrepreneur, j'en sais rien, vous devez faire une facture à votre client, eh bien, vous ne pourrez plus faire une facture genre chez vous avec Word et l'imprimer et l'envoyer. Vous devrez passer à partir de septembre 2026 par un organisme dit indépendant qui vous validera votre facture. Bah, tout ça, ça a été annoncé par les complotistes. Oui ou non? Oui. Mais ça arrive et c'est déjà là.
c'est ce qui est intéressant. Bon, le terme est pas bon, mais avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que des personnes comme moi, comme d'autres, qui se sont tues, qui se taisent, qui étaient peut-être ou qui sont des normies, ben, ils ont mis un pied ou un œil dans l'ombre. Et en fait, c'est ce que je raconte dans ce livre, c'est qu'en tirant la pelote, on revient, tu as cité Klaus Schwab, World Economic Forum, bah, en tirant la pelote, moi j'ai découvert, je connaissais pas, mais la vérité c'est qu'on y est, dans l'endettement des nations, l'engloutissement par les firmes multinationales, les FMN, la finance, on est en plein dedans. Parce qu'après l'endettement vient la solution miracle, l'automatisation, notamment l'IA aussi, t'en parles pas. L'identité numérique, t'en parles. Enfin, on est en plein dedans, quoi. Avec le portefeuille numérique qui va arriver, c'est un projet qui est dans les cartons de l'Union européenne. Moi, je connaissais pas tout ça. Je connaissais pas. Et en fait, en s'intéressant notamment à Pfizer, aux principaux à l'actionnariat, formule d'actionnariat, on découvre aussi les Big Three, Vanguard, State Street, Voilà. BlackRock. Voilà, pas Big Three, hein, les trois gros. Voilà, les trois gros. Oui. Et moi, je connaissais pas. Et en fait, ce livre, c'est notamment un pont, comme tu dis. Il y a aussi la part d'optimisme entre ce qu'on appelle les normies et les complotistes. 196 pages, plus de 201 sources, les plus officielles possibles. J'ai milité. Pour la première fois de ma vie, je suis sorti dans la rue le 12 juillet 2021. Je suis né dans les années 80. Je suis de nature pessimiste. J'appuie parce que je me suis posé la question avant de manifester. Ça sert à rien. Depuis que je suis né, il n'y a que la lutte contre le CPE qui a donné quelque chose, mine de rien. Depuis les années 80, il n'y a que le CPE qui a été rangé parce qu'il y a eu une fronde sociale. Sinon, rien. Dernier référendum, 2005. Encore un braquage, quoi. Donc, les raisons d'être optimiste, une minorité agissante, pour beaucoup, sont brillants, vraiment, notamment sur le plan moral et avec le cœur. Et en fait, une fois qu'on a été injecté par le diplôme ou le virus du complot, c'est très dur de sortir des rangs. C'est très dur. Donc la vérité, c'est qu'il y a une forme d'émulation aussi. Hein. Si un média comme le tien fonctionne, c'est parce qu'il commence à y avoir un public actif et qu'il y a moyen d'être contagieux. Mais par contre, est-ce qu'on est lancé dans une course d'endurance ou un sprint ? Et puis, ah oui, ça c'est vrai. Et puis pour le coup, David J, je vais un peu parler aussi de son parcours, mais très succinctement. C'est pas un zigoto, voilà, qui est sorti comme ça et que je lui dis tiens viens, j'ai un créneau, j'ai un créneau à prendre un samedi matin parce que je sais pas qui faire venir. Non, il est diplômé d'un master en management. Il travaille dans les métiers du foot. Je crois que tu étais au Stade Rennais. Actuellement, Oui. T'as pas formé le Ballon d'Or? Non. Non, mais je l'ai suivi, comme tout le monde. Voilà. En tout cas, t'as formé des joueurs de foot et tout, et t'as un gars important, quoi. Et j'ai beaucoup à perdre. Et t'as beaucoup à perdre. Oui, j'ai... Mais moi, je vais te dire une chose. Je vois quand même un basculement un peu parmi les élites, parmi certaines élites. Je fais parfois des dîners en ville, et je remarque que les gens... dans les dîners en ville d'ailleurs ils invitent quand ils veulent parler de choses un peu bizarres on va dire pour on va dire le système, ils invitent des gens dont ils savent qu'ils sont sûrs, voilà. Et alors qu'est-ce qu'ils se lâchent sur Brigitte, sur la monnaie numérique, sur l'État profond, sur Vanguard, sur tous ces gens. C'est quand même une bascule qui est pas inintéressante. Ça veut dire que moi je pense que là une masse doit croire en certaines choses si ils voient que leurs élites ou prétendues élites commencent à se lâcher sur ces points-là. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense qu'effectivement on peut parler de prétendues élites. Justement, pendant le Covid, il y avait beaucoup la question de l'autorité. Quand on parle d'élite, ça sous-tend que ces personnes sont au-dessus de nous. Déjà qu'elles ne nous représentent pas pour la plupart des élites, ou en tout cas qu'elles nous volent, qu'elles nous malmènent. Déjà, la remise en question de l'élite. Et puis après, effectivement, je pense que ils pensent qu'on est mis à distance, qu'on est le bout de la chaîne, on n'a pas notre mot à dire. Vu que ces élites, donc tu côtoies, je sais pas à quel point, des personnes comme moi, on les côtoie pas. Donc en gros, ils sont dans leur petit sérail, tout va bien, ils ont leur auditoire, et ils ont des infos que nous on n'a pas. Ils se doutent de la marche du monde, et surtout ils jouent double jeu. Si on parle du politique uniquement, ils jouent double jeu en permanence. Enfin, on le voit actuellement avec les trahisons de gauche, de droite.
ils sont prêts à se renier de A à Z à partir du moment où ils gardent le pouvoir. Donc en fait, ces sujets qui sont clos ou semi-clos, ils sont connus, entendus, mais ils ne sortent pas à partir du moment où nous, on n'est pas dans la pièce. Ça sort une fois que c'est bien ficelé, que c'est en place, et qu'en fait, on sera mis à distance et qu'on n'aura pas notre mot à dire. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid, on n'avait pas notre mot à dire. Pourtant, c'était une démarche globale. Et les administratifs de la France, donc le gouvernement notamment, ils ont appliqué le taf, quoi. Ils ont appliqué le travail. C'est-à-dire qu'il y a en réalité, pour être sérieux, là, il y a vraiment un complot. Il y a un complot mondial. Bah oui, quand on voit par exemple, tu parlais du Forum économique mondial, quand on voit le puzzle qui est en train de se dessiner devant nous, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été mis en avant, notamment sur Telegram, et en fait, c'est aussi ça qui est perturbant, c'est qu'on voit les pièces du puzzle se mener une à une qui montent vers, c'est pas les bons verbes, mais qui montent vers l'asservissement, la perte de souveraineté, la paupérisation, les esprits qui sont de plus en plus faibles, fragiles, individualistes, égoïstes, fragiles, je répète, encore une fois, et la perte des nations, quoi, de manière générale. Enfin, c'est... Il faut le gouvernement mondial. Comme l'a dit Jacques Attali, voilà, l'avenir, c'est le gouvernement mondial, où il y aura 3 classes distinctes. Les plus importants, qui représentent 150 millions d'habitants sur Terre, qui pourront vivre d'aéroport en aéroport, voilà, ça c'est les 150 millions. La classe dite prolétaire qui se représentera 5-6 milliards, voire même plutôt 6 milliards que 5, voilà, ce sera compliqué pour eux, on va dire. Et l'entre-deux qui rêvera d'être une élite et qui fera, et pour ne pas tomber vers l'autre case prolétaire, eh bien, sera soumise à la case des élites. Est-ce que c'est ça le monde de demain ? J'ai pas peur de dire je sais pas. Je sais qu'en France, c'est une maladie de dire je sais pas. C'est beaucoup de mal. Je ne sais pas. C'est l'avenir qui nous le dira. En attendant, c'est Jacques Attali qui avait prophétisé que la France serait un hôtel. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Pour moi, c'est déjà un hôtel, la France. Donc cette prophétie qu'il fait, on ne sait pas si elle se réalisera, mais en tout cas, ces mondialistes essayent de la mettre en place. Oui, et ça marche. Pour l'instant, ça marche. Ouais, ça marche. C'est aussi simple que ça. Donc, en gros, il y a le déroulé, et ça déroule. Peut-être avec des anicroches, mais ça déroule. Tiens, moi, je suis content parce que toi, tu viens de province, et moi, je fais des reportages. J'essaie de faire parfois en province, mais je ne peux pas tout le temps parce que c'est quand même. J'ai pas trop le temps non plus de faire trop de voyages en province. J'ai beaucoup d'émissions. Mais les gens me disent, écoute, en province, c'est différent qu'à Paris. Est-ce que, en effet, en province, bon, pas auprès de ta famille en tout cas, mais est-ce qu'en général, en province, les gens sont peut-être, allez, on va utiliser le terme éveillés. Est-ce qu'ils sont plus éveillés qu'à Paris intramuros ? Alors, je parle à mon échelle. Déjà, Paris intramuros, moi, j'évite. Pour moi, c'est une vitrine de la misère mondiale, du tiers-monde, avec des hommes qui ont des cheveux bleus et on se demande si c'est des hommes ou des femmes. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en province, il y a de plus en plus de mécontents. Vraiment. Et c'est de plus en plus agressif. Après, quand on parle d'éveil sur quoi ? Le fait qu'on ne décide pas ou peu de notre présent et de notre avenir ? Ou est-ce qu'on sait qu'on se fait extorquer ? Est-ce qu'on parle d'éveil à propos de l'air avec les chemtrails ? Est-ce qu'on parle d'éveil à propos de la nourriture ? Je sais que le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont repliées sur elles-mêmes, qui ont fait attention à elles, à ce qu'elles mangeaient, faire du sport, à ce qu'elles lisaient, à ce qu'elles consommaient. Ça, c'est factuel, ça je peux le dire, c'est officiel. Par contre, depuis, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus d'enragés, de manière générale, mais que ça reste assez bas du front. Mais est-ce que, en fait, en province, on est enragé à cause de la politique économique ou est-ce que on l'est à cause de ce fameux complot ? C'est ça, en fait, le différentiel. Parce que si on fait, en effet, en province, on va dire oui, mais je m'en sors pas dans la vie parce que je gagne pas d'argent, c'est une chose. Mais si on dit, mais dire oui, vous avez un système qui veut nous asservir, qui veut notre malheur, ça c'est encore autre chose. Mais pour le coup, on est plus sur les représentations terre à terre, hein. Le pouvoir d'achat, le prix de l'essence,
Enfin, ça existe toujours et ça existera toujours. Par contre, de là à parler de complot, utiliser ce terme-là, autour de moi et en province, il faut le faire entrer au second degré, je pense, parce que c'est encore, c'est beaucoup trop tabou, c'est impossible. Et si on parle de complot, dans ce cas-là, il faut parler de comploter. Donc, pour que le comploté admette qu'il est actuellement victime d'un complot, ou de complots au pluriel, je pense qu'il faut aller chez le psy ou chez le médecin. C'est très compliqué. C'est des sujets très, très sensibles. Donc, c'est pas différent de Paris. Moi, je trouve pas. Je te l'ai dit, je suis très pessimiste. Pour moi, il y a 95% de la population qui ne tient pas la route, ne comprend pas. Et donc, en gros, les 5%, pour les choper, il ne faut pas aller les chercher. On les trouve par la providence ou le hasard, ou autrement en tapant dans des niches. C'est-à-dire que pour les gens en général, Macron n'est pas une marionnette du World Forum Economic, bon, je suis désolé, je suis obligé de le lire en anglais, World Economic Forum, pardon, ou de BlackRock, etc. Et il n'est pas en mission pour ces gens. Pour les provinciaux, on va dire, je dis ça de manière pas non péjorative, hein, le Macron est juste nul, c'est ça en fait. Tu utilises le terme mission, à savoir s'il est en mission ou non. Tu fais référence sans doute à une vidéo où on le voit, on lui demande est-ce que vous êtes en mission ? Oui. C'était pendant le présidentiel. Oui. La première. Et il a un regard halluciné où tu dis wow, c'est bizarre. Êtes-vous en mission ? Est-ce qu'il y a une dimension de spiritualité dans ce que vous faites ? Je sais que moi, je monte ces vidéos, possiblement autour de moi ou dans la rue. Les personnes elles passent à autre chose. Il faut ah ouais, il est bizarre. Mais ils vont pas se poser des questions. Pour moi, hein, parce que c'est à partir du moment où tu te poses des questions, tout est renversé. D'où sort cette personne ? Pour qui il roule ? La bête de l'événement, il se pose pas la question. Ouais, mais c'est improbable. C'est président de la République. On est soi-disant en guerre, en pandémie, proche de la mort. Pourtant, il n'y a pas de cadavre sur les trottoirs. Et cette vidéo-là, pareil, tu la montes, tu la fais circuler. On zappe, c'est zappé. Ben justement, tu parles de la pandémie. Tu écris beaucoup sur cette pandémie. Ici, dans ce livre complotiste à Vérone Édition, sous-titre « Mensonges d'État, violence, manipulation, quand la patrie des droits de l'homme piétine son peuple », David G. Vraiment un livre excessivement intéressant que je vous conseille à tous. D'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent, hein, je le dis très sincèrement, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. C'est-à-dire que en province, pendant cette période, lorsque l'État a imposé les passes sanitaires, puis le pass vaccinal, les mesures, les distanciations sociales, les FFP1, 2, 3, 10 et tout ce qu'on veut. En province, ils ont pas fait quand même c'est bizarre votre truc et je le ferai pas. Non. Et c'est aussi pour ça que je suis sorti dans la rue. Je me suis demandé si j'étais le seul fou. J'ai vite compris qu'on était une large minorité, qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'en foutaient ou qui s'accommodaient, qui se conformaient. Et c'est aussi pour ça que je suis sorti dans la rue, pour voir quel est notre... est-ce que je suis seul ou pas ? Parce que je me rappelle les premiers chiffres qui étaient égrenés par Jérôme Salomon. Je me foutais du politique, moi, avant fin 2019. On commençait à entendre parler du bois, du marché aux poissons. Fin 2019, tu es un normie, comme on dit, quoi. Oui et non. T'as parlé de mon parcours. Je me suis construit un pied dans la marge et un pied dans la norme. Avant d'arriver à mon master en management, j'ai eu des périodes de pause scolaire parce qu'avec l'éducation nationale, compliqué. J'ai occupé beaucoup de jobs alimentaires. Donc, en fait, je me suis pas engagé dans ce qu'on appelle le vivre ensemble. Je suis né dans un quartier dépouillé. Et en fait, ça n'a pas pris le vivre ensemble chez moi. Et ça n'a pris nulle part. Hein. Je préfère te le dire, ça n'a pris nulle part. Merci Mike. Et pour le coup, je suis sorti de chez moi pour ça justement. Et rappelle-moi ta question, je suis désolé. Ma question c'était est-ce que en province, tous ces gens ont fait fi de ce que l'État exigeait, quoi. Est-ce que par exemple dans les restaurants, il y avait des restaurants qui disaient bon écoute viens rentre, on s'en fout de ton pass. Non. J'imagine que non. Je reviens sur les premiers chiffres égrenés par Jérôme Salomon. Voilà, je découvre Sibeth Ndiaye, Jérôme Salomon, je me foutais du politique. Je commence à douter parce que je vois à qui j'ai affaire. Je me dis que limite, ils auraient pu être dans ma promo. Enfin, on le voit avec le cornu. On s'en fout des diplômes d'un côté, mais lui, il s'en fout pas, il triche dessus. Mais il a un bac+3. Je vois Marlène Schiappa, je vois Sibeth Ndiaye. Je fais putain merde, c'est ça qui nous dirige. Moi, je me foutais de ça. Ok, je vois les chiffres de façon brute, je vois que ça s'alarme.
Je mets en données relatives. C'est ridicule en pourcentage, c'était ridicule. Et en plus de ça, c'était sans traiter. Est-ce que c'est un nouveau virus? Est-ce qu'on ouvre des lits, je découvre qu'on enferme? Et là, je me dis, mais pourquoi tout le monde est pris dans cette furie, cette peur? Ça leur fait des choses à raconter, mais un enfant de 12 ans normalement constitué, il peut pas prendre à ça, c'est pas possible. Et ma mère travaille dans un EHPAD, les semaines passent, je lui demande s'il y a un protocole, je fais OK, si t'as un cas de Covid, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me rends compte qu'il y a rien. Et le temps passe, les mois passent, jamais j'entends parler de manger 5 fruits et légumes, alors que ça permet d'augmenter les défenses immunitaires. Jamais on parle du sommeil, jamais on parle du sport. En fait, c'est pas crédible. La doctrine sanitaire, je reprends les termes de Jean-Michel Blanquer, elle est pas crédible. Jean-Michel Blanquer qui était à Ibiza lors de la rentrée hivernale de 2020-2021, enfin, c'est pas crédible. Et bref, mais quand on voit, il suffit de regarder les taux de vaccination réels et faux pour se rendre compte que ouais, ça a marché. Ça a marché. Enfin, il y a même eu une police dans la rue, une police civile. Quand tu mettais pas ton masque, on t'enjoignait d'en mettre un, ou on te regardait de loin, genre t'es bizarre. Enfin, ouais, ça a marché. Ça a marché. Il y a Tu sais que moi, je mettais pas le masque dans le métro et je me faisais une fois sur deux, je me faisais embrouiller par les gens. Ok. Sérieusement. Hein. En province, c'était pareil. Ah. En province, c'était pareil. Je raconte beaucoup d'anecdotes dans mon livre. Oui, mais c'est pour ça aussi. Parce que, tu sais, je vais te dire une chose. Je fais tu dois le savoir, je fais pas mal de terrain et je pose des questions. Parce que le problème, c'est que les gens, étant donné qu'ils sont dorénavant enfermés par communauté à cause des réseaux sociaux, des algorithmes, ont l'impression que leur vision idéologique est ultra majoritaire. Et donc, je vais voir des gens au hasard, à qui je n'essaie de ne pas influencer, en leur disant, voilà, comment vous vous informez? Est-ce que vous savez ce que c'est les souverainistes? Êtes-vous plus Poutine ou Zelensky? Enfin, pas mal de questions comme ça. Et je remarque que les gens, ils sont pas du tout dans ce qu'on peut penser à Radio Courtoisie, qu'on peut penser dans les médias alternatifs, etc. Alors moi, on me dit, parce que beaucoup de nos commentaires sont dans le déni, il faut se dire les choses, et donc ils ne veulent pas voir la réalité, ils pensent qu'ils sont majoritaires. Et ils me disent, ouais, connard. Bon, pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Bon. Borowski, enfoiré, pourquoi t'essayes pas en province? Tu vas voir, c'est différent. Et donc, je veux avoir ton avis, qui a écrit complotiste, qui habite en province, et visiblement, tu es d'accord avec ce que je dis. Oui. Et la vérité, c'est qu'ils le sont. Ils l'étaient majoritaires, Mike. Je vivais à Marseille donc pendant les 3 ans de la pandémie. Et j'ai été vilipendé, regardé avec des yeux. Enfin, moi, j'ai mouillé le maillot en tant que militant. Hein. J'ai fait ce qu'on appelle des actions. J'ai animé des réunions sauvages. J'ai fait une action avec les députés de Marseille, les 7 députés. J'ai tracté, informé dans la rue, à la sortie des établissements scolaires. Et en fait, je me rends compte que en fait, la pensée qui est dominatrice, elle est dans la lignée de ce qui va bientôt s'apparenter à la gouvernance mondiale. Tu parlais de censure, les GAFAM étaient alignés sur l'OMS, sur l'Union européenne et sur les gouvernements. Au moins des pays riches, Canada, Australie, Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, on trouve des PowerPoint de McKinsey partout. On trouve les mêmes éléments de langage. Et ça vient dans la rue, ou avec pareil, le terme complotiste, il est utilisé par Emmanuel Macron, comme il est utilisé par Pierre, Paul ou Jacques dans la rue. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin... Et puis il y a le nouveau champ lexical qui est passé. Moi je vois les gens qui me disent en responsabilité, alors vraiment ça m'insupporte, ou bienveillant, ou transition, voilà, c'est des termes comme ça. Celles et ceux, ça en fait partie aussi. Celles et ceux. Celles et ceux. Ben, c'est terrible. En attendant que Yale s'impose aussi, très important. Hein. Tu parlais de microcosme parisien ou des élites à propos de Brigitte. Le Yale, va falloir l'ajouter aussi à un moment. Mais pour le coup, je raconte 2 anecdotes. Raconte-les. Sorties d'un lycée. À chaque fois, mes tracts, parmi mes 201 sources, enfin, il y a du BFM, du TF1, de la NSM, HAS, SF Pédiatrie. De la source fiable, hein, bien sûr. Eh bien, estampillé Élysée. Voilà. Donc c'est vrai. En plus, c'est le camp du bien. Voilà. Autoproclamé, donc il n'y a rien à dire. Tu ingurgites. Et bref, Jean-Michel Blanquer, qui intervient à rentrée scolaire septembre 2021, donc il intervient fin août, et il cite 2 sources, HAS, SF Pédiatrie, pour rappeler que les petits,
primaire, collège, lycée, sont éminemment concernés par le Covid, la doctrine. Et en fait, moi, j'allais à la source. J'allais à la source et c'est ridicule. En 5 clics, tu vois que c'est pas vrai. Enfin, les établissements scolaires n'ont jamais été parmi les termes, comment on appelait ça? Tu sais, les accélérateurs ou les nids à virus. Ah oui, ah oui. Je n'ai plus le terme. Ah voilà, cluster. Voilà, un terme horrible et affreux. Oui. Voilà, vraiment cluster. Mais qui a pu inventer ça? Qui pourrait être un nom de céréales le matin, mange des clusters. De Kellogg's. Ouais, exactement. Des clusters de Kellogg's. Et en fait, tu vas à la source, donc cité par Jean-Michel Blanquer, estampillé Élysée, et tu te rends compte que c'est pas vrai. Pourtant, tu vas à la sortie des collèges, des lycées. Il y en a un qui a informé qu'il y a des complotistes qui vont venir et qui vont informer, parce que moi, je tractais. Ouais. En disant comment ça va, comment tu vis la période actuelle, tu portes le masque, est-ce que c'est pour te protéger toi-même ou protéger les autres, est-ce que tu as eu le Covid, est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont autour de toi, comment tu t'en sors aussi, comment tu sens le bac fin d'année, parce qu'on ne parlait même plus d'école, ça n'existait pas ou plus, on était là pour pointer du doigt ceux qui mettaient le masque, ceux qui ne le faisaient pas tomber, très important de ne pas le tripatouiller aussi, bon bref, et là je revois un jeune qui nous regarde, on était 3. Et franchement, j'essaye à chaque fois d'avoir un pied dans la norme et un pied dans la marge, mais au moins un pied dans la norme. Avec les sources officielles, je peux pas faire fuir le badaud, c'est pas possible. Je suis pas là pour lui dire qu'il y a un projet de dépopulation. Ça va le faire partir en courant. Bon, bah là pour le coup, il est parti en courant en me disant, quitte à mourir libre, je préfère mourir. Quitte à mourir, je préfère mourir libre. Ah. Quitte à mourir, je préfère mourir libre. Sous-entendu, c'est beau, ça. L'injection va lui donner la liberté au risque qu'il meure par les effets secondaires. C'est un grand moment. C'est un grand moment et c'est un gamin de 16 ans qui me dit ça. Ouais. C'est à l'âge où tu te construis, où l'adulte te guide, mais où il t'enlève une béquille, 2 béquilles, une roulette, 2 roulettes, et bientôt tu vas avoir le droit de vote. Et le mec, il te dit ça. Incroyable. Pareil, dans un bureau de poste, je raconte une anecdote. J'aimais beaucoup titiller toi qui portais pas le masque dans le métro. Moi, je limitais les administrations publiques, les grandes surfaces, j'ai limité. J'ai revu mon mode de consommation à cette époque-là, merci. Et pour le coup, je rentre à la poste pour faire partir quelque chose. Monsieur, votre masque, monsieur, votre masque, monsieur, votre masque. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Je calcule pas, j'aimais bien, je titille. Dans un bon jour, tu rigoles, dans un mauvais jour, tu pleures. Hein. À l'époque du pangolin. Là, j'avais envie de rigoler. Monsieur, mettez votre masque. Pourquoi? Mais vous savez qu'on est en pandémie? Non. Ah si, non, on est passé au grade d'épidémie, madame. C'est Olivier Véran qui le dit. Fait non, c'est en pandémie, vous regardez pas la télé. Je fais non, j'ai arrêté. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Fait ben oui, on est en pandémie. Je fais non, c'est une épidémie. Fait non, mettez votre masque. Je fais je fais ce que je veux. Si moi je veux que vous l'enleviez, est-ce que je vous prends aussi à partie ou non? La dame continue à s'énerver, je la vois, les yeux qui s'exorbitent. Et j'ai fini par appeler un hôpital psychiatrique. Parce que j'avais l'impression que si je la touchais, elle partait en courant. J'avais l'impression de représenter la mort. Et la vérité, c'est que moi, je me suis cru dans South Park. Alors, South Park, pour nos auditeurs, c'est une série animée américaine assez transgressive, où on a beaucoup de second degré et puis un monde parallèle parfois. Oui, et on est un peu dans le monde parallèle avec les normies, où on est sur la même planète au même moment, mais on n'est pas dans le même monde. On n'est absolument pas dans le même monde. Et en fait, moi qui ai compilé des sources, des anecdotes, j'en ai raconté 2, mais il y en a pas mal d'autres, qui sont bien symptomatiques du réel à cette époque. Je veux absolument laisser une trace de cette époque. L'idée, c'est de laisser un témoignage du bout de la chaîne, qui soit fidèle au réel. Et bref, je raconte beaucoup d'anecdotes. J'ai un peu perdu le fil de ma pensée. Mais c'est pas grave, parce que là, on a des commentaires... beaucoup de commentaires. Les complotistes ont raison si effectivement la société est organisée en fonction de complots, ce qui n'est pas certain. Ah bon? Vous trouvez que c'est pas certain? Pouvez-vous développer ce thème? Vous pensez... tiens, cher David, est-ce que... Bon, c'est moi qui l'ai dit que la société... Enfin, j'ai pas dit qu'elle était organisée en fonction de complots, mais par contre, il y a une vision idéologique qui doit être imposée. J'ai parlé celle de Jacques Attali, et je suis désolé, mais on est en plein dedans. On a en France, j'ai parlé de ces 3 types de sociétés. On a aujourd'hui en France une élite financière qui est minoritaire, qui est toujours plus riche, qui sont les gagnants de la mondialisation. Voilà. Première société, c'est ce que
parle, c'est ce dont on parle, Monsieur Attali. On a une classe moyenne qui s'appauvrit, qui rêve d'être parmi ces gens très riches. Et qui y croit. Et qui y croient. D'ailleurs, regardez les enfants de la classe moyenne qui font du TikTok, de l'Instagram, qui vont être influenceurs, ou qui vont pire sur des réseaux type OnlyFans. Voilà, il y a énormément de jeunes filles à 25% mineures qui se dénudent pour ces réseaux sociaux et qui veulent devenir justement de la classe financière élevée. Elles le font pour ça. Regardez bien. Et vous avez dorénavant un prolétariat de plus en plus important, enfin j'utilise le terme d'antan, voilà, qui lui est, de toute façon, voilà, pour lui c'est presque quasiment fini dans ce pays, la France. Voilà. Est-ce que j'ai tort? Non. Pourtant c'est une prédiction de Monsieur Attali, parce que c'est ce que la classe dirigeante veut qu'il se passe. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça complot ou alors un développement économique naturel lié à la mondialisation? Appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, je pense que c'est vers ce cheminement-là, alors que ces sociétés-là n'existaient pas il y a 50 ans, oui ou non? Donc voilà, donc je pense avoir un peu raison là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, justement, je sors des chiffres, une étude Oxfam que j'ai plus en tête. J'essaie de parcourir mes pages en même temps. Une étude Oxfam qui montre que le nombre et la fortune des riches et ultra riches a explosé pendant le pangolin, justement. Donc, pendant que nous, les gueux, étions en souffrance, donc ça c'est une étude Santé publique France, Coviprev. Un Français sur 3, pardon, qui souffre de syndrome dépressif et de symptômes d'anxiété suite au Covid, les riches qui explosent, le fait que tu crois encore en la consommation, en l'élévation facile, il y a le goût de l'effort qui a complètement chuté. Enfin, le goût de l'effort intellectuel, l'effort physique. Et on le voit aussi avec la finance qui est complètement apatride. Enfin, on voit l'intervention de Larry Fink qui est sortie dernièrement. Qu'est-ce qu'il dit ? Larry Fink qui dit que dès qu'il y a un futur Premier ministre ou un futur salarié important à l'administration publique, il le rencontre pour savoir quelle feuille de route il va respecter. Bah d'ailleurs, même... C'est en lien avec Klaus Schwab aussi. Bien sûr, Klaus Schwab, a infiltré qu'est-ce qu'a dit Klaus Schwab justement à ce niveau-là ? Klaus Schwab, très fier d'avoir infiltré les gouvernements mondiaux, riches, occidentaux, notamment le Canada. Il était en rendez-vous avec Justin Trudeau et il disait que la moitié des personnes qui étaient dans la pièce, il les connaissait parce qu'ils étaient passés par la case Young Leader. Et quand on regarde aujourd'hui, Poutine, son encart a été supprimé, mais ça a été un Young Leader. Mais moi j'ai l'impression, peut-être que cet auditeur croit tout comme nous. Moi je le pense que oui. Mais je pense que ce mot complot, je sais pas ce que t'en penses, il fait encore peur. En fait, c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire qu'on dise complot, qu'on dise tout ce qu'on a à dire. Certains, en tout cas ceux qui commencent à réfléchir, valident. Mais qu'on y accole le mot complot, oui. Là peut-être que là ils disent ah. Oui, parce que ça a été connoté, parce que c'est étiqueté. À partir du moment où tu es étiqueté complotiste, forcément t'es parano. Forcément, tu cherches un problème, un coupable, des coupables, une machination derrière ce qui ne va pas au quotidien. La vérité, c'est qu'il y a plein de choses qui ne vont pas au quotidien, et c'est que forcément, tu te demandes pourquoi. Et souvent, c'est les mêmes logiques qui reviennent derrière. L'argent, Dieu Mammon, et qui décide. Et en fait, qui décide ? C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas Emmanuel Macron, c'est peut-être l'Union européenne, mais c'est surtout des puissances supranationales. GAFAM, OMS, ONU, World Economic Forum, et ça c'est des choses qu'on connaît aujourd'hui, mais ça se trouve dans 5-10 ans on va encore découvrir des nouveaux personnages. J'entends parler de Soros, de Bill Gates. Bill Gates c'est un contributeur net, il est sur le podium de l'OMS, il donne plus d'argent que l'Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis, à lui tout seul, via Bill et Melinda Gates. Mais ça aussi c'est un nom qui fait fuir. Tu parles de Bill Gates, c'était plus crédible, parce qu'on t'a dit ce qui était vrai, ce qui était faux, parce qu'on n'en parle pas dans les livres d'histoire, parce que j'enseigne pas l'histoire, parce qu'il n'y a pas un bandeau BFM TV au-dessus de moi. En fait, c'est une question d'autorité, de légitimité. Et le temps passe, et il y a des personnes qui refusent d'accepter qu'on est dans une assiette ou dans le creux de la main de personnes qui ne nous veulent pas du bien.
Merci à toi. On va passer à la seconde partie de l'émission. Mais avant ça, le Bobino. Vous êtes les patrons de Radio Courtoisie. C'est grâce à vous qu'on est libre. Si vous n'étiez pas là, on serait dans l'obligation d'avoir de la publicité d'annonceurs. Et vous savez ce qu'ils font, ces annonceurs? Eh bien, ils vous dictent votre façon de faire. Ils vous dictent vos invités. Ils vous dictent vos sujets. Nous ne n'en voulons pas. Nous sommes libres. Nous sommes libres d'inviter des nouveaux auteurs comme David G pour son livre Complotiste, mensonges d'État, violence, manipulation. Quand la patrie des droits de l'homme piétine son peuple, Véron Édition. Allez-y, courez. Et merci à vous d'être toujours aussi contributeurs, de nous soutenir, parce que vous avez vous-même compris que quelque chose cloche dans ce pays, et si c'est pas Radio Courtoisie qui en parle, ce sera personne, en tout cas sur la bande FM. Vraiment, je te le dis très sincèrement, j'ai été très intrigué par ce livre, et je vais te dire aussi une chose, c'est que dans ce livre, tu dis plus que beaucoup de dits dissidents le font. Mais vraiment, hein. Et c'est important. C'est important que des gens qui ne viennent pas des médias, qui viennent de cette fameuse qu'on dit société civile, eh bien fassent des enquêtes, qu'ils montent des sources et qu'ils écrivent des livres. Parce que, en effet, les autres, on dira toujours ouais, mais tu comprends, ils sont connotés, ils ont des liens avec ceci, cela, ils leur font pour leur carrière, tout ça. Toi, t'es pas dans ce type-là, quoi. Absolument pas. Absolument pas. C'est aussi pour ça que je vends aussi peu aujourd'hui. Je fuis plus la sphère publique qu'autre chose. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que des personnes comme moi ont des choses à dire. Pour être étiqueté, fallait être marginal auparavant. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, pour être marginalisé, tu peux être un Français du quotidien. Enfin, celui qui est père de famille, qui est entrepreneur, on l'a vu avec les Gilets jaunes notamment, il peut être étiqueté, il peut devenir un ennemi de la République. Enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui. On est dans une ambiance totalitaire. On a vécu des choses incroyables, avec la parenthèse Covid, et on vit encore des choses incroyables aujourd'hui. On le voit au plus haut niveau politique. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui, c'est incroyable. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est à la suite de cette période, l'accélération de l'inversion des valeurs. Je t'ai parlé tout à l'heure du mot transition. Voilà, il faut transition écologique, évidemment, il y a ça c'est le grand totem. Il y a transition sexuelle, de genre, c'est-à-dire que il faut, nous devons devenir des femmes, enfin nous trois, avec Arnaud bien sûr, nous devrions devenir des femmes. D'ailleurs, on serait sexy en femme, je pense. Hein. Surtout Arnaud, quoi. Je pense que Arnaud aurait une forte poitrine. Il ferait du 95D. Moi, je serais plate comme Jeanne Birkin, malheureusement. Et il faut transitionner. D'ailleurs, l'État nous dit, voilà, regardez, transitionner, même le couple lycéen a transitionné. Il faut, quand on est jeune, être avec des personnes plus âgées dans son couple, mais très très plus âgées. Enfin, il y a cette vraie accélération. Bon, là, on en rigole parce qu'il ne faut pas non plus être dans le tragique, mais c'est vrai, hein. Cette accélération, elle est visible. Oui, et tout ça dans le chaos, parce que c'est l'état de guerre permanent depuis le Covid. Hein. On parle de l'Ukraine, on a parlé aussi de besoins en électricité notamment. Là, il y a la dette, on est rendu coupable. Est-ce qu'on va nous prendre nos livrets A ou non? Mais tout ça, ça se passe dans le chaos. Pour moi, on est dans un basculement ou une tentative de bascule civilisationnelle. Enfin, on le voit notamment avec le numérique. Et on est dans la négation du réel. On essaie de transformer les autochtones et les cultures locales, régionales, nationales. Enfin, c'est l'engloutissement des États-nations. Mais là encore, voilà, ça c'est le capitalisme mondialisé. Parce que dans le capitalisme mondialisé, il ne faut pas de culture propre. Mais qui c'est qui dit quelque chose? Même en province, en province, je veux même pas parler de Paris parce que c'est une ville-monde, mais en province, qui c'est qui dit ah bah tiens, mon cassoulet, ça va devenir McDonald's, enfin je sais pas, qui c'est qui dit ça? Personne? Non, c'est mort, Mike. Enfin, t'imagines qu'à la sortie des écoles, tu vois des parents qui déposaient leur enfant avec le masque. Ils ont déposé leur enfant avec le masque. Et aujourd'hui, ils laissent l'éducation sexuelle et ils laissent leur enfant subir ça à l'école. C'est mort. C'est mort.
Donc en gros, on est kidnappé, on est otage et victime du chantage. Tu parlais, est-ce qu'il y a complot ou pas? S'il y a complot, il y a des complotés. Et la vérité, c'est que le normie, faut lui partager des références, des images qui font partie de son paysage à lui, pour ne pas le bousculer. Si on parle de Gérald Darmanin, il fait partie du paysage. Il parle d'argent numérique dans une vidéo 2021. Et il nous dit qu'on va y arriver. Il y a Édouard Philippe, et ça passe, qui parle de la crise des Gilets jaunes, de la réforme des universités. En gros, il explique qu'en gros, on se fait braquer de A à Z. Il ne sait pas comment s'y prendre. Est-ce que ça va passer, pas passer, les réformes, la retraite. L'idée, c'est qu'en fait, les politiques ont déjà des infos, ils connaissent la feuille de route, ou ils la découvrent au fur et à mesure, et ils voient juste comment on va y arriver. En respectant le timing, le fond, il faut le faire passer, mais c'est la forme. Oui, mais le truc, il y a aussi une chose, c'est que tu as parlé d'argent numérique. Eh ben, est-ce que les gens sont vraiment contre? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai vu quelques reportages sur TF1. Et qu'est-ce que disaient ces reportages sur TF1? Ben regardez ma petite dame, quand vous avez l'argent numérique, avec une petite puce dans la paume ou autre chose par exemple, eh ben vous n'aurez plus à prendre votre portefeuille dans votre sac à main. Bon, je sais que c'est un effort surhumain hein, quand même, hein, malgré tout. Hein. Et donc du coup c'est beaucoup plus simple pour vous. Et la petite dame, ah oui en effet c'est beaucoup plus simple. Ah ben j'aime bien ça, tiens. Mais eux, les gens voient essentiellement côté pratique. Derrière, est-ce que les gens réfléchissent au fait que l'argent numérique, ben, c'est une forme de contrôle, etc. Je ne sais même pas s'ils se posent la question, la vérité. Enfin, la Chine, le crédit social, il existe, hein, le fichage, il existe, la censure, elle existe. Pourquoi ça n'existerait pas en Europe? Parce qu'on est des latins. La plupart des personnes, elles ne se posent pas la question. C'est les complotistes qui paranoïent et qui inventent et qui disent que les bons et les mauvais citoyens donc ça pourront être... Donc, ouais, mais là, ce qui est grave, c'est que ça veut dire que même si tous ces gens recevaient notre information, qu'ils voyaient notre information, qu'on va dire dans un premier abord, ils n'étaient pas choqués par cette information, en réalité, ça ne les perturberait pas parce qu'ils se disent, mais de toute façon, c'est bien, c'est le monde moderne, c'est ça, je pense. Ouais, bah regarde, je voulais prendre mon ticket de métro hier. Le monsieur, je dois payer une carte numérique, plus un ticket, donc virtuel. Donc je paye 2 € pour le pass et 2,50 pour le ticket. Et je dis, mais moi je veux juste un ticket. Le pass, je m'en fous, je vais plus le réutiliser. Il me dit, non, c'est le progrès. Et quel est le rapport? Il a dit, c'est le progrès. Ouais. Je suis resté bloqué, j'ai dit, non, ça n'a rien à voir. Mais en fait, à partir du moment où tu balances ces mots, le progrès, la technologie, le numérique, c'est génial. Ça fait gagner du temps. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est aidé par les ordinateurs, mine de rien. Enfin, on en parle peu, mais de notre génération, on va rester quoi, le 11 septembre? Ordinateur, Internet et le Covid. Donc aujourd'hui, on est aidé par l'ordinateur. Pourtant, on n'a jamais eu autant d'engraissage dans l'administration publique. Et pourtant, tout le monde trouve ça génial. Enfin, ça fait gagner du temps, il y a le confort, on va plus vite, plus loin. Le vocabulaire, il est limité, la pensée, elle est limitée, donc l'esprit critique... Ça fait pas vraiment gagner de temps dans les mairies, hein. Ça, je vois pas le temps gagné. Hein. Non, la vérité, c'est qu'il y a la marche du monde, la légalisation. Mais c'est dingue que la personne de la RATP a dit, ah oui, avoir une carte en plastique qui coûte 2 €, c'est-à-dire ils vous vendent le ticket en gros 4,50 €, c'est quand même fou. Hein. Imagine, moi j'imagine, parce que moi ce que je fais des fois, c'est que je calcule en francs. Enfin, je calcule toujours en francs, d'ailleurs. Et je me dis, mais en fait, moi, en 2001, si on m'avait dit que le ticket de métro coûterait 25 francs, je l'aurais pas cru. Mais les gens s'en foutent, en fait. Ouais, c'est incroyable. Ils payent 25 francs le ticket. Imagine, 4,50 € le ticket. Alors, quand j'étais petit, j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que moi, le franc, j'ai pas la même relation que toi au franc, mais avec deux salaires, donc tu gagnais 10, 15, 20 000 francs à deux, tu pouvais être très belle somme. Et tu pouvais être proprio et acheter une voiture. Et aujourd'hui, donc, combien t'as dit, 4,50 €? Ouais. 25 francs le ticket. On parle des places de cinéma aussi. Place de cinéma, quand j'étais petit, c'était 20 francs. Avec un paquet de bonbons, 10 francs, t'étais le roi du pétrole. Bah écoute, au Paramount Opera, le cinéma de mon enfance et de mon adolescence, le ticket aujourd'hui est à 25 € de cinéma. Mais c'est aussi pour ça que les jeunes générations, elles passent autant de temps sur le téléphone. Parce que qu'est-ce que tu payes? L'électricité, la batterie, tu le recharges. Sinon, bah, c'est comme ça que tu consommes, hein, via le téléphone.
Et c'est fou. Donc ça donne des esprits étriqués, qui se posent moins de questions, qui sont capables de zapper, qui zappent en permanence. Et surtout un taux de concentration, d'attention, capacité à faire des liens, c'est catastrophique. J'ai eu d'ailleurs cette information la semaine dernière où en 10 ans, la taxe foncière a progressé de 37% en moyenne en France, dont un pic de 62% à Paris sur un an. Sur un an. Pas de révolution, pas d'esclandre, rien. Et la taxe foncière, c'est un impôt sur les propriétaires. On a eu Madame Brand-Pivet qui dit attendez, mais l'héritage, le truc là, elle a dit le truc qui tombe du ciel, il faudrait le plus le taxer. Si ça, c'est pas du Great Reset, vous n'aurez rien. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est quand même le 4e personnage de l'État qui parle. Oui, ouais. Et on est en plein dedans, on est en plein dans le Great Reset. Enfin, l'endettement plus. Mais comment les gens ne le voient pas? Mais ne serait-ce que sur leur facture, ils ne voient pas que, en effet, par exemple, si tu donnes ce mot-là, vous n'aurez rien, vous serez heureux, et que tu dis aux gens la taxe foncière, les gens ne font pas le distinguo. Parce que le frigo est encore rempli, et ils ont encore l'espoir qu'ils pourront le remplir le mois prochain. Donc en gros, ils se conforment. Le temps est complètement compressé. Pas le temps pour penser, pour critiquer. C'est pour ça que les manifs se font le samedi, du lundi au vendredi, on n'a pas le temps. Et aujourd'hui, on est dans le tout fonctionnel, le tout rentable. Enfin, aujourd'hui, on doit être des êtres fonctionnels. Et on est en plein dedans. Et comment faisaient nos grands-parents à l'époque? Déjà, ils avaient un vocabulaire beaucoup plus développé. Ah, ça c'est vrai. Ils avaient encore des notions de souveraineté, parce que plus le temps passe et moins on est souverain, individuellement. Je décide de ce que je veux faire. C'est ça, être libre, la liberté, c'est la vérité, c'est être capable. Il y a une forme de courage aussi. Et aujourd'hui, c'est des sujets que tu débats en permanence, pour le coup. Les constats, ils sont terribles. Moi, je vais te dire une chose. Je suis quasi obligé, dans mes reportages, de donner la parole à la génération née après 45, je vais pas dire le terme anglais, mais bon, je vais dire née après 45, entre 45 et 60, parce que eux ont le vocabulaire, alors que les jeunes ne l'ont pas. 10 questions, ça fait 1 minute d'entretien. Mais véridique, hein. Ça fait 1 minute. 10 questions, c'est 1 minute d'entretien. Ah oui, non, oui. Les jeunes, c'est comme ça qu'ils répondent. Donc, les grands-parents ou les parents qui nous écoutaient là aujourd'hui à Radio Courtoisie, faites lire des livres à vos mômes. Prenez même le téléphone portable et jetez-le par la fenêtre. Si vous êtes parent, bon, le grand-parent, peut-être qu'il y a peut-être moins de légitimité là-dessus, mais faites-le parce que, voilà, les enfants, même des classes privilégiées, n'ont plus de vocabulaire, c'est hallucinant. Alors, j'ai des questions. Quel courage, votre invité. À cette époque, il y avait tellement d'abrutis, prêteries d'infos TV et autres programmations de manipulatrices et malhonnêtes. C'est du courage? Ça dépend comment on définit le courage. La capacité à affirmer, à acter ce qu'il pense et à se construire des pensées. Enfin, moi, perso, j'ai eu le courage de manifester, de m'indigner, d'informer. Je l'ai encore, en écrivant, c'est un vrai acte politique. Je sais que ça m'a mené dans des situations compliquées ou désagréables. Enfin, aujourd'hui, je suis fiché S, moi, Mike. Fiché S? Ouais, je l'ai découvert. Pourquoi? Très bonne question, je ne sais pas. Par contre, je l'ai découvert, c'est mon avocat qui me l'a dit. Et comment j'ai fait connaissance avec un avocat? J'ai fini en garde à vue. D'accord, alors, raconte. Ok. Parmi les actions militantes, donc à Marseille, époque du pangolin, on a voulu discuter avec les députés. Parce qu'on a estimé qu'il n'y avait pas eu de débat, en fait. Parce qu'il n'y en a pas eu, c'est la vérité. Dans la vie de tous les jours, ou dans l'hémicycle, il n'y en a pas eu de débat. Tout a été acté. Delfrécy, Conseil défense sanitaire, secret défense, tout a été acté de A à Z. Il n'y a pas eu d'opposition politique. Pire, le PS, Marie-Arlette Carlotti, avait demandé carrément l'obligation vaccinale intégrale. Donc on avait demandé avec plusieurs groupes, une 50aine de militants, ou réfractaires, ou dissidents, actifs en tout cas, à rencontrer les députés, les 7 députés de Marseille. J'avais écrit à les députés de ma circonscription, de mon quartier, et c'était à propos justement de l'obligation vaccinale. Ok, je lui avais écrit en lui demandant comment elle se positionnait. Moi, en tant que potentiel votant, j'allais être attentif. Ok. Et un mois après, à 6h du matin, j'ai équipe d'OPJ, officier police judiciaire, qui débarque chez moi. Ok. Ils reviennent à 10h.
je fais jouer la montre, et à 10h, il m'embarque au poste pour menace de mort envers un élu. C'était à l'époque où il y avait beaucoup d'élus et de marcheurs qui se faisaient caillasser. J'ai encore des images en tête, un marcheur qui s'était fait prendre un parti devant son perron, chez lui. Il y avait eu une voiture qui avait été brûlée dans un garage. Enfin, il se faisait cracher dessus, lancer des cailloux, dans les dom-toms compris, beaucoup en Martinique d'ailleurs. Et donc, c'était à cette époque-là. Donc, on vient me chercher, monsieur, vous êtes mis en garde à vue, patati patata, et j'entends que c'est menace de mort envers un élu. Je fais pas le lien avec mon mail, parce que mon mail était anecdotique, il y avait 10 lignes, je crois, rien de spécial. Je fais pas le lien. J'arrive en garde à vue, les usages, et finalement, je suis questionné. Et là, j'ai mon avocat qui m'annonce ça, que c'était menace de mort envers un élu. Ok. Pendant 3 heures, je suis questionné. Et à la fin des 3 heures, question subsidiaire, on montre le mail que j'ai envoyé. Est-ce que c'est vous qui l'avez envoyé ? Oui. Ok. Est-ce que vous avez des problèmes de sommeil ? Oui. Parce qu'il a été envoyé entre 2 et 3 heures du matin. Ok. Et elle montre un autre mail, l'OPJ, en me disant ok, ce mail-là, donc c'était une menace de mort envers la députée de ma circonscription qui parlait de passer à l'acide son visage si elle votait oui pour le pass obligatoire, pour tous, intégral. Ok. Elle disait quoi ? Je comprends pas. Ouais. Donc c'était une menace. C'était une menace de mort. Voilà. Si vous votez oui à l'obligation vaccinale, on vous passera le visage à l'acide. Donc à partir d'une fausse adresse mail. Donc on montre ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non. Ok. Et donc on me dit ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc les 2 mails avaient 4 heures d'écart. Donc entre 2-3 heures, j'ai envoyé mon mail, anodin. Et à 6-7 heures du matin, donc 4 heures après, la députée reçoit sa menace de mort. Et là, l'OPJ me dit, en fait, on vous écoute aujourd'hui et on a voulu vous voir parce que la députée reçoit très peu de mails sur son adresse pro, donc de députée, et que donc il y a 4 heures d'écart entre les 2 mails. Donc c'est pour ça que vous êtes suspect. Voilà pourquoi j'ai fini en garde à vue. Donc, et ils n'ont rien trouvé. Non. Et donc on a pris téléphone, ordi, et je me suis retrouvé avec 10 € en poche à la sortie. J'ai aussi connu la violence policière pour le coup, chose qui est devenue banale. Parce qu'en allant dans la rue, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont été violentés, notamment physiquement. Et on se rend compte que passe sanitaire, il y a aussi eu des personnes violentées. Et j'ai fait partie de ces personnes-là aussi. Dès qu'on approche trop le CRS, ou quand le CRS veut s'approcher de toi, t'es à sa merci, c'est la vérité. Aujourd'hui, si on doit parler de junte, c'est une junte politique, policière. Parce qu'en gros, les policiers, ils s'excitent. C'est le dernier rempart de la fonction publique par rapport à l'État. Tiens, j'ai une question. Bonjour, merci pour votre émission. Pourquoi ne mettez-vous pas le nom des invités sous le lien vers le direct ? 20 minutes d'écoute et le nom de l'invité n'a toujours pas été rappelé. Dommage. Je vais le rappeler, le nom de l'invité, David G. Pour son livre Complotiste, mensonges d'État, violence, manipulation, quand la patrie des droits de l'homme piétine son peuple, édition Véronne. Véronne édition. Voilà, chère madame. Auditeur, le capitalisme a de moins en moins besoin des êtres humains sur la Terre. Ainsi, il va chercher à en faire disparaître par tous les moyens, épidémie et guerre. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour faire de nous de simples consommateurs avec un revenu universel, peut-être, entre parenthèses, on est sur le chemin. On le voit avec l'identité, avec l'IA, notamment, la désindustrialisation de la France aussi. C'est une réelle volonté. Ça va avec l'endettement aussi. En gros, on est tenu par... je ne vais pas dire le terme, mais on est tenu, quoi. Il va falloir se conformer. Ben oui, on crée l'endettement. D'ailleurs, j'ai appris par un député UDR que cette année, avec 2 ans d'avance, nous paierons, 2026, pardon, sur le budget donc de 2026, nous paierons 79 milliards d'euros d'intérêts de la dette. Avec 2 ans d'avance, et on sera à 100 milliards, je pense d'ici 2027. Ça veut dire que les banquiers et la banque Rothschild, j'imagine, touchent pas mal d'argent, tiens. Oui, ça va bien pour eux. Mais en réalité, je vais te dire une chose, quand on ne sait pas ça, on pense qu'en fait, Macron, il n'est pas intelligent, il est bête et tout ce qu'on veut. Et en réalité, quand on le sait, on comprend que Macron crée la dette, non pas seulement pour la grande réinitialisation, mais il la crée aussi pour que des banques touchent des taux d'intérêt faramineux. Parmi les banquiers, donc son ancien employeur, c'est ça, oui. Rothschild. Lui qui est le hedge, la couverture de David Rothschild. Oui. En fait, pour moi, il est fascinant. Très utile de s'intéresser à ce personnage. Pourquoi ? D'où sort ce monsieur Rothschild? Comment a-t-il été conçu?
l'école nationale française, dite des élites. L'ENA. Ouais, c'est ça. Qui est Brigitte Macron aussi. Et en fait, là, on le voit avec, dans la sphère complotiste, notamment avec les sorties de Candace Owens, c'est que il est conditionné, soit par lui-même, soit par des puissances qui l'entourent, soit par des puissances supérieures. Dès qu'il y a un problème, il n'est pas là. Dès qu'il y a un problème, c'est pas sa faute. Pourtant, ça continue. Hein. Le mec, c'est une catastrophe. Son bilan est une catastrophe. Non, mais son bilan est une catastrophe pour toi et moi, pour Arnaud, pour Patrice. Oui. Mais en réalité, il n'est pas président pour nous, là. Il est président pour ceux qui l'ont placé président. Et pour ceux-là, son bilan est merveilleux. Oui. Donc, on est bel et bien dans un vol de la souveraineté, un rapport de force. Et s'il y a des raisons d'être optimiste, pour moi, c'est grâce à... Enfin, c'est uniquement la minorité agissante, vraiment. Alors, à savoir si elle est de 2, 2,5, 5 ou 10%, pour moi, il n'y a que ça et la providence. Hein. C'est tout. L'idée, en fait, c'est de se respecter soi-même, d'avoir la dignité, de l'honneur, de s'enraciner. Parce que moi, qui suis individualiste comme la plupart des personnes, avant d'être dans le groupe, on est dans l'individu, on doit avoir son intérêt, on se rend compte qu'on a besoin du collectif. On a besoin d'une nation, d'une culture commune pour se protéger justement de la prédation. Et la prédation, c'est là les finances. C'est François Hollande qui déclarait la guerre à la finance quelques années avant que Macron soit élu. Lui-même, il vient de la finance. C'est incroyable. Et il passe son temps à chier sur les Français. Oui, mais regarde. Faut regarder aussi. Moi, je vais dire une chose. Il faut regarder. C'est lui qui disait les fortunes. Le responsable, il est là, qui viennent le chercher ou me chercher. C'est ça. Il faut regarder les fortunes de 2017 à 2024, parce que 2025 est encore en cours, de ces grands milliardaires. Tiens, j'ai appris que Louis Vuitton, Bernard Arnault, avait en une nuit gagné 18 milliards d'euros parce que l'action LVMH a bondi. Mais l'action Louis Vuitton était... Bernard Arnault, en tant que patron de Louis Vuitton et d'actionnaire de Louis Vuitton, avait une fortune de 50 milliards en 2017. Aujourd'hui, c'est 200 milliards. Donc, ils ont réussi. Je veux dire, lorsqu'il y a ce fameux crise sanitaire et qu'on permet malgré tout à M. Arnault de lui ouvrir le marché chinois, qui est un marché faramineux. Oui, et puis les petits commerçants aussi qui ont été sacrifiés au profit des grandes surfaces. Tu oublies de parler du ruissellement, Mike. Ah oui, ce fameux ruissellement, c'est vrai. Ah oui. Qu'est-ce que c'est déjà le ruissellement ? Ça ruisselle. C'est-à-dire que des riches, s'ils sont plus riches, donneront leurs miettes au reste, c'est ça ? Oui, les miettes, elles tombent du ciel et pour le sans-dents, c'est un régal. Et on est de mieux en mieux. Notre sort est de plus en plus... Tu sais que cette société qu'ils veulent nous mettre en place, et d'ailleurs, tiens, j'ai un message d'une auditrice. Évidemment, cette société a un côté orwellien. Hein. Bien sûr. Pourriez-vous évoquer l'action des parents vigilants ? Oui, en effet, les parents vigilants sont très vigilants justement de ce qui se passe dans les écoles et ils réalisent des actions vraiment excessivement intéressantes. Donc, n'hésitez pas à les rencontrer et à peut-être à adhérer aussi. C'est que il n'y a pas que le côté social. Moi, je vais te dire une chose. Pour moi, même le côté social est anecdotique. Parce que même si nous tous, nous avions les moyens de rouler en Porsche, nous sommes dans le contrôle et l'inversion des valeurs. Et ça, c'est beaucoup plus grave que le fait de ne pas avoir d'argent. Je préfère même vivre dans un carton plutôt que d'être entouré que la normalité soit les transgenres et le côté satanique, par exemple, de la cérémonie des JO, quoi. Je vous dis très sincèrement, hein. Voilà. Pourtant, ça, c'est imposé et ça, c'est arrivé, c'est déjà là. Et j'ai reçu un auteur qui est théologien et qui lit les livres sacrés. Au début, je ne le croyais pas trop sur ce qu'il disait. Il parlait de Macron l'antéchrist. Je dis, ouais, bon, le gars, il va un peu loin. Bon. De plus en plus, je regarde les textes, je regarde ce qui se passe dans ce pays et je me dis, dans le fond, n'a-t-il pas tort ? Et pourquoi déjà le numéro de téléphone qui avait les chiffres 6 ? Oui. 0800 666. Si. Et aussi son résultat aux élections présidentielles. Oui. Et la bête de l'événement est là. Et la bête de l'événement. Ça fait beaucoup. Mais là, tu vois, ce qu'on est en train de se dire, on pouvait pas se le dire il y a 5 ans. Et si je te l'avais dit il y a 5 ans, tu m'aurais dit, Mike, quand même, là, tu vas...
Tu vas un peu loin quand même. Hein. Oui, et pourtant, on a basculé. Oui. Après, c'est aussi force contre force, parce qu'il y a 5 ans, l'idéologie transgenre aussi n'était pas n'était pas derrière les portails de l'éducation nationale. Donc, en fait, est-ce qu'on est à action ou à réaction? Donc, c'est en fait, obligatoirement, il y a un contre-pouvoir, et ce contre-pouvoir, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Enfin, je trouve ça logique. Après, la perte de repères au niveau identité, c'est terrible. C'est terrible. On voit bien que l'Occident, complètement dilué, les peuples complètement atomisés, fracturés, violentés, hackés, braqués. Et où ça va nous mener? Eh ben, nous, on connaît déjà plusieurs pièces du puzzle et on les voit s'assembler. Et comment sont les jeunes aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont perturbés? Comment ils sont par rapport à notre génération, peut-être la dernière, à peu près normale, si je puis dire? J'ai ma nièce qui, à l'âge de 9 ans, m'avait dit que, oui, ma maîtresse m'a dit qu'un garçon plus un garçon, ça marchait aussi. C'est quelque chose d'inconcevable, moi, dans ma cour de récré quand j'étais petit. Après, ça existait, ça a toujours existé, l'homosexualité, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, la perte de repères au niveau des sexes, là, enfin, pour moi, c'est pathologique. Et ça devient imposé. Et on fait en sorte que ce soit banal. Alors, est-ce que c'est aussi une façon de lutter contre la procréation? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune politique de natalité en France. Pourtant, on parle de financer les retraites. Et quand on parle aussi d'immigration de masse, si on corrèle ça avec le fait qu'on manque de forces vives, bah, ça permet aussi de mettre de côté toute puissance autochtone, ancestrale, traditionnelle. On parle beaucoup de tradition, notamment avec la Russie. Et ça permet aussi de limiter le contre-pouvoir. Parce que les personnes qui vont se rebeller, c'est celles qui sont attachées à des valeurs réelles, anciennes, donc fortes, plus fortes que ce qu'on essaie de nous faire avaler. Donc en gros, aujourd'hui, tu es il, demain tu peux être elle ou un castor. Et à partir du moment où tu enlèves la perte de repères, tu enlèves les contre-pouvoirs. Est-ce que tout ça est devenu banal, justement? Est-ce que dans l'esprit des gens, c'est devenu banal? Oui, en effet, il n'y a plus de culture française, par exemple. Oui, enfin, je sais pas, il y a plus de genre. Je suis mégenré, comme ils disent maintenant. Je suis mégenré. Mais je pense qu'on est même dans la revendication. Hein. Moi, j'ai déjà croisé des hommes à talons et en robe qui marchaient. En province. Ouais. Pas à Paris, hein. Pas au Marais. En province. Surtout pas. Non, voilà. Mais oui, en province. Et puis avec un petit côté frondeur, ouais, je t'emmerde. Et c'est inconcevable. C'était inconcevable il y a quelques années en arrière, quoi. Mais c'est là où tu vois que les cerveaux ont été occupés, saturés, détournés. Et en fait, ça enlève toute accroche civilisationnelle, culturelle, morale. Enfin, comme tu l'as dit, avec l'inversion des valeurs. Quel est le vrai, le faux, le bien, le mal? Pourquoi on est sur Terre? Qu'est-ce que je peux apporter à la communauté? Sur quoi je peux me baser pour me construire en tant que personne, en tant que citoyen? Tout ça, ça meurt avec cette idéologie woke qui n'a rien à faire dans nos bouches et dans nos têtes à la base. Hein. Enfin, pour moi, un mouvement, il est naturel, il est jamais forcé. Pour moi, hein. Mais c'est que moi. Alors, un auditeur nous dit, par rapport à ceux qu'on appelle les élites, je crois surtout que ce ne sont que des médiocres. C'est le gros de la masse qui, au final, permet au système de se maintenir. T'es d'accord ou pas? Bah, ça fait partie des constats qu'on peut tous faire aujourd'hui parmi les dits complotistes. C'était Raoult qui disait qu'il était le Mbappé de la science et que c'est pas lui qui n'aimait pas les élites, mais c'est les élites qui l'aimaient pas. Alors, moi, je vais te dire, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que dit monsieur. Je suis d'accord avec la masse, tout ça, pas de problème. Par contre, les élites, déjà, bon, le mot élite n'est plus le même qu'il y a 10-15 ans, ça c'est une évidence. Mais pour moi, les élites, c'est pas les types que vous voyez à la télé. C'est ça le truc, en fait. C'est qu'il faut sortir du fait que... Parce que souvent, on dit, les gens disent... les gens ne peuvent pas s'imaginer que des types qui ont fait l'ENA et tout ce qu'on veut, Polytechnique et tout, en réalité, ils n'ont pas les leviers, en fait, ils ne sont là que pour communiquer à la télévision. Et qu'il y a un monde de l'ombre qui est largement au-dessus de ça, quoi, en fait. Oui, ouais. Et puis nous, on en a des aperçus. Quand on voit Larry Fink, Klaus Schwab, Van der Leyen aussi, s'adresser, on touche du doigt Bill Gates, Soros, on touche du doigt cette partie qui est dans l'ombre et qui sort
malgré elle sans doute, hein, mais qui sort un peu dans la lumière. Et le terme élite, il a bougé aussi parce qu'il y a un Z. Maintenant, on parle uniquement de élites. Les élites, c'est qui? Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a aussi une chute de ce qu'on appelle les élites, parce que si on parle du personnel politique, j'ai plus l'impression qu'ils sortent d'écoles de commerce que d'ENA. Le niveau est vraiment faible. Qu'on aime ou pas Mitterrand, ça fait partie de mes références. Moi qui suis des années 80, je vais souvent sur des images de l'INA, YouTube la nuit, et je vois, il y a un fossé. Il y a un fossé dans la façon d'être, dans la façon de parler, dans les sujets évoqués, dans tout, dans la prestance, dans le respect. Mais c'est vrai que Mitterrand, c'est vrai que c'était un cadre, c'est vrai. Pour moi, il a fabriqué, et c'est pour ça qu'il est très important dans le mauvais sens du terme, parce qu'il a fabriqué comment dire, l'état profond actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les décideurs, les vrais, ils viennent de la génération Mitterrand, où il était fabriqué par Mitterrand. Même les idéologies, c'est lui, touche pas à mon pote. C'est lui, tous les artistes ultra subventionnés, même si les scènes ça existe avant. Mais bon, c'est lui qui a mis le coup de barre, on va dire. C'est lui, les Canal+, Génération Canal et tous ces trucs. C'est lui, les Jacques Lang, tous ces machins. Non mais c'est vrai. Oui, oui. Et Badinter, c'est quand même sous Mitterrand. Voilà, enfin, toute cette... Même Hollande... Même Hollande est un enfant de Mitterrand, il était conseiller technique à l'Élysée, Ségolène Royal. En fait, on voit aujourd'hui, par exemple, Julien Drey est à CNews. Mais moi, je comprends pas que Julien Drey soit à CNews. Julien Drey, c'est touche pas à mon pote. Et la différence, voilà, vous venez avec vos différences et tout. Et il est à CNews, soi-disant la chaîne de la droite, voilà. Enfin, c'est lui le patron. Enfin, c'était lui le vrai, le dieu de l'état profond. Qui avait beaucoup plus de vocabulaire que les petites frappes qu'on se coltine aujourd'hui. En plus. Qui avait une pensée beaucoup plus approfondie aussi. Et maintenant, ce qui est terrible, c'est qu'on a affaire à des anonymes qui font le sale boulot. Donc, c'est lui qui les a enfantés, ou en tout cas qui a accéléré l'ambiance gaucho d'aujourd'hui, qui est terrible. Moi, je suis d'une région et d'une ville de gauche. Quand on voit d'où je viens, ma classe sociale, en tout cas, je suis de culture de gauche. Et aujourd'hui, comme beaucoup, ni gauche ni droite, par contre, nécessité de s'intéresser aux politiques, à la politique. Il faut s'y intéresser, sinon la politique... s'intéresse à toi. Voilà. Complotiste, David G. Vraiment, ce livre, moi je pense qu'il faut vraiment se le procurer. En plus, il n'est pas ultra épais, donc il se lit assez vite pour le coup, mais il est excessivement bien sourcé. Oui, parce qu'il faut vraiment le sérieux dans l'affirmation. Obligatoire. C'est une question de légitimité, d'autorité. Quelle est la source? Obligatoire. Et c'est pour ça, comme je te disais, moi j'utilisais les sources les plus officielles possibles. Et je repars des premières ambiances, donc fin 2019, Wuhan, début 2020, où on arrive au confinement, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc je reviens notamment sur Buzyn, qui a été décoré dernièrement. Je reviens notamment sur Buzyn, je reviens sur toutes les interventions des politiques, Jean-Michel Blanquer, les digues de confinement, déconfinement, sur quoi c'était basé, les fermetures de lits, la vitamine D aussi. En fait, je reviens sur le cirque médiatique où en fait tout a été évoqué, les fermetures de lits, la vitamine D qui fonctionnait, le vaccin, est-ce qu'il a été testé contre la transmission ou non? Mais vaccin.net notamment. C'est sûr. En fait, toutes les infos étaient déjà là, dès le début. Jean-Michel, c'est quand même un prénom qui est très en vogue. Si vous voulez être du côté du pouvoir, appelez-vous Jean-Michel. Vous pouvez aller en mairie, là, vous demandez à vous appeler Jean-Michel. C'est mieux. Ça peut donner un petit coup de pouce. Mais est-ce qu'il y aura, parce que là, on est vraiment sur la crise sanitaire, est-ce qu'il y aura un tome 2? C'est une très bonne question. Franchement, j'espère pas qu'il y aura un tome 2 parce que ça veut dire qu'il y aura potentiellement une deuxième pandémie ou un deuxième chaos. Je pense qu'il y aura un deuxième chaos. Ce sera peut-être pas une pandémie, mais il y aura un chaos, c'est sûr. En tout cas, on nous y prépare. Donc j'ai raison d'être pessimiste. Gouverné par le chaos. On est en plein dedans. Là, j'ai l'impression que nos vies sont suspendues à un fil et que y a des personnes qui veulent le chaos, qui veulent la guerre. Et je pense comme toi, ça va arriver. Après, je sais qu'il y a des survivalistes.
Le temps nous dira s'ils ont raison ou non. Par contre, je comprends cette logique. Pourquoi tu la comprends? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, voilà, il y aura dans ce pays une guerre civile peut-être, plutôt? Ou guerre avec un État étranger? On y est déjà en guerre avec un État étranger. Enfin, on fait partie du camp du bien de l'OTAN et on est combattu par le camp du mal, notamment la Russie ou les BRICS. On y est, hein, c'est une guerre de l'information aujourd'hui. Et puis, tous ces milliards qu'on n'a pas, ils sont distribués dans des armes pour aller sur le ou les fronts. C'est vrai. C'est affreux. Et on y est. L'idée, c'est de reprendre le pouvoir ou de se mettre à l'abri. Et ça fait partie des réflexions que j'ai, et j'ai du mal à avancer parce que à quel point je fais sécession avec cette civilisation. C'est terrible. Sécession, c'est quand même dur comme mot. C'est dur. Pourquoi sécession? Il y a beaucoup de personnes qui déménagent et qui vont même dans des pays qui ne sont pas francophones parce qu'ils veulent plus entendre parler de la France. Ils veulent plus entendre parler de la France. C'est un mouvement généralisé? Faudrait des chiffres, mais ce que je sais, c'est que... Mais par exemple, parmi des gens que tu peux connaître, par exemple? Oui, notamment les entrepreneurs. Je connais plusieurs entrepreneurs, ils sont partis. Ils ont changé de continent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir ici. On parlait de la natalité, on parlait des capacités de financement. On peut aussi parler tout bêtement du rêve, de quoi les enfants peuvent rêver aujourd'hui. On leur parle de changer de sexe ou de sexualité à l'école. Et ils sont branchés sur les téléphones en permanence. Il y a de moins en moins d'espace et de plus en plus de béton dans les rues. Bien sûr. De quoi ils peuvent rêver aujourd'hui? C'est sûr. Alors, commentaire. Madame Joron, pas Madame Jalon. Madame Joron qui, du RN, se bat au niveau de l'Union européenne pour la vérité sur la crise sanitaire. En effet, j'ai même été plusieurs fois avec elle à Strasbourg où j'ai pu animer des émissions. Et en effet, on salue notre amie Virginie Joron. Bonjour Mike, ainsi que ton invité à Paris pendant la crise sanitaire. J'ai porté un masque dans les supermarchés dans lequel, avec un cutter, j'avais pratiqué de longues ouvertures pour démontrer que c'était une imposture totale. J'ai léché la barre du métro de un copain qui croyait à l'enfumage. Je n'ai même pas de gastro. Je ne conseille pas de lécher les barres. Je ne conseille pas. Alors là, cher ami, quand même là, vous êtes allé un peu loin pour prouver des choses. Hein. Voilà, je ne le conseille pas. Hein. Faut être capable de le dire et de l'avouer aussi. Là, bon, bravo, mais à ne pas mettre sous toutes les mains. Bon, l'absurdité, chez vous, ouvrez les fenêtres en grand, mais si vous sortez, mettez un masque. On nous prenait vraiment pour des imbéciles, bien à vous. Masque, ne léchez pas n'allez pas jusqu'à lécher quand même les barres du métro. Oui, le tenir dans la main, ça suffit. Voilà. Bonjour Mike Borowski, merci pour vos très instructives émissions. Vous êtes parmi les très rares à réaliser que M. Macron est une réussite pour ceux qui lui ont mis les piles. C'est vrai, bah oui. Il faut dire, il a réussi dans sa mission, parce que souvent les gens me disent, oui, le système l'a lâché. Le système l'a pas lâché. Non, factuellement, il est encore en poste et il fait encore ce qu'il veut. Mais oui. C'est aussi simple que ça, faut pas chercher compliqué. Mais rappelez-vous, en 97, la cohabitation de Jacques Chirac, il faisait pas ce qu'il voulait, hein. Ouais. Et là, il a cohabité avec beaucoup plus de députés RPR à l'époque. Et là, maintenant, Macron fait ce qu'il veut avec 50 personnes. Oui, et ça passe. Mais il fait pas ce qu'il veut avec 50 personnes. Ils sont combien? 360 dans l'hémicycle? Dans 577. Ok, rien à voir. Il fait ce qu'il veut pas avec 50 personnes, mais avec 500 personnes. Depuis quand le Parlement il révolutionne notre quotidien? C'est vrai. C'est aussi simple que ça. Tout à l'heure, la seule lutte sociale qui a donné quelque chose, je suis né dans les années 80, depuis les années 80, c'est le CPE. Le référendum 2005, c'est passé à l'as. Basta. Ça va pas passer par le politique. C'est mort. Et je l'ai vu là avec mes actions militantes, notamment avec les députés. Ils détestent le réel. Donc, pendant qu'ils sont en catimini, en train de parler de Jean-Michel, de la monnaie numérique, l'identité, tout ça, ils sont à l'abri. Donc, tout va bien, tout se passe bien. Et dès qu'ils ne sentent pas à l'abri, il y a la junte policière qui sort. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. Qui décide? Est-ce qu'on a une influence sur la prise de décision? Les réponses, elles sont claires. Non. Exactement. Surtout quand on vote. Il y a aucun intérêt à voter. Ouais, après, qu'est-ce que tu perds à voter? Oui, bon, faut aller voter, mais en réalité, en fait, il faut aller voter. Mais ne rien attendre. Pour pas qu'on vous reproche de dire, ah ouais, mais vous êtes abstentionniste, machin. Mais votre vote ne va rien changer, c'est ça qu'il faut dire. Ou il y a de fortes chances qu'il ne change rien du tout. Voilà. Tous les 5 ans, en plus, très important, ça n'a pas de fin, ça n'a plus de sens, quoi.
Ça n'a plus de sens. Et on se rend compte que ce soit la gauche, la droite, c'est facile à dire, ça fait discussion de comptoir. Mais la feuille de route continue, ça avance. L'agenda 2030, il y a bel et bien un site, estampillé Élysée. Donc 2030 avec un compte à rebours, j'ai découvert ça aussi. Pour un monde plus inclusif, biodiversité, égalité, tout ça. Ouais, paupérisation, numérisation, endettement, asservissement, on est en plein dedans. Merci beaucoup, cher David G. David G, complotiste, mensonge d'État, violence, manipulation quand la patrie des droits de l'homme piétine son peuple. Vérone Édition, comment on se le procure ? Dispo sur commande. Ouais. À la Fnac, Amazon et dans toutes les librairies de France. Distribué par Hachette, donc il suffit d'aller chez le libraire, à Fnac, Amazon ou en ligne. Et disponible 19 € je crois actuellement. C'est ça. 19 €. 19 €. Allez-y, commandez ce livre, allez chez votre libraire, achetez ce livre, Complotiste, David G. Vérone Édition. Vous y apprendrez énormément de choses. Merci à vous d'avoir été si nombreux encore aujourd'hui. Passez un excellent samedi. On se retrouve samedi prochain. Allez, salut, ciao. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.